Il existe des amitiés dans le showbiz, et puis il y a ce qu'il y avait entre Diana Ross et Michael Jackson. Tout commence à la fin des années 60. Michael n'est encore qu'un enfant, nerveux, discret, en quête de quelque chose ou de quelqu'un qui se raccrochait. Pendant des décennies, Diana Ross ne dira jamais pourquoi il la suivait avec une telle dévotion. Elle restera tout aussi silencieuse quand il déclara un jour qu'elle était pour lui à la fois une mère, une sœur et une amante. Elle ne commentera pas lorsqu'il inscrivit son nom dans son testament, ni quand il cessa brusquement de lui parler après son mariage. Et pourtant, aujourd'hui, alors qu'elle a 81 ans, elle accepte enfin de lever le voile. Punaise et vous, croyez-vous qu'il s'agissait d'un simple lien amical ou d'un amour inavoué? Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Et si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La rencontre qui change tout. En 1969, Michael n'a que 9 ans lorsqu'il croise pour la toute première fois le regard de Diana Ross. À ce moment-là, il est le plus jeune membre des Jackson 5, ce groupe familial exceptionnellement talentueux originaire de Gary, dans l'Indiana, qui vient à peine de signer un contrat en or avec Motown Records. Pour lui, chaque déplacement est une découverte, chaque scène un nouveau défi. Et ce jour-là, sa vie s'apprête à prendre un virage qu'il n'oubliera jamais. Diana, elle, est déjà une icône flamboyante. Elle vient de quitter les Suprêmes, laissant derrière elle une légende vivante de la soul, pour se lancer dans une carrière solo éclatante. Elle évolue dans le cercle très restreint de Berry Gordy, le puissant et charismatique fondateur de Motown, qui façonne à lui seul l'industrie musicale noire américaine. À ses côtés, chaque geste est calculé, chaque mouvement est une déclaration, et chaque mot prononcé a le poids de l'histoire. Officiellement, c'est Gordy qui repère les Jackson 5 après avoir vu une vidéo de leur performance envoyée par Bobby Taylor. Mais pour frapper l'imaginaire du public, Motown préfère réécrire le scénario. Diana Ross les aurait découverts elle-même. Leur premier album sort même sous le titre Diana Ross présence de Jackson 5, une idée marketing d'une finesse redoutable qui fusionne leur image avec celle de la star la plus charismatique du label. Résultat, leur arrivée sur la scène musicale prend des allures de conte de fées, et la complicité affichée entre Diana et ce jeune garçon à la voix d'or crée un lien émotionnel immédiat avec le public. Mais pour Michael, ce n'était pas qu'un joli récit fabriqué pour les médias. À ses yeux, Diana n'avait pas seulement présenté les Jackson 5 au monde, elle l'avait arraché à l'anonymat, tendu la main à un enfant qui rêvait de lumière. C'était comme si, en un seul regard, elle avait reconnu en lui un éclat particulier, un potentiel unique, et cette reconnaissance allait cimenter, pour toujours, son attachement indéfectible à Diana. Mentor, modèle et plus encore. Lorsque la famille Jackson s'installe à Los Angeles, Michael découvre un univers qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Très vite, il trouve refuge chez Diana, dans sa luxueuse villa des Hollywood Hills, perchée au-dessus de la ville comme un écrin de rêve. Chaque pièce respire le glamour, meuble design, tapis moelleux, odeur subtile de parfum haut de gamme. Et pour un garçon venu d'un quartier modeste, c'est comme pénétrer dans un décor de cinéma où tout semble possible. Mais Michael n'est pas là uniquement pour se détendre ou profiter du confort d'une star. Il observe tout. Il étudie la façon dont Diana se déplace, dont elle s'exprime, dont elle capte l'attention d'une pièce entière sans dire un mot. Il note sa discipline implacable, son perfectionnisme presque obsessionnel, son élégance naturelle et surtout son sens inné du spectacle. Petit à petit, il comprend que ces qualités ne sont pas innées. Elles se cultivent, s'affinent, se travaillent. Pour lui, Diana devient bien plus qu'une mentor. Elle est l'incarnation vivante de ce qu'il rêve de devenir. Elle lui montre comment parler au public, comment tenir une note juste assez longtemps pour créer l'émotion, comment transformer un simple sourire en moment inoubliable. Elle l'encourage à préserver ce qui le rend unique, à ne jamais gommer sa différence, car c'est précisément ce qui laissera une empreinte dans l'histoire. En 1971, lorsque Michael fait sa toute première apparition télévisée en solo, ce n'est pas dans un programme des Jackson 5, mais dans l'émission spéciale de Diana Ross en prime time. Ce soir-là, il livre une performance assurée, touchante et incroyablement mature pour son âge. Derrière cette maîtrise apparente se cachent des heures de répétition minutieuse, où Diana, douce comme une mère mais exigeante comme un coach, l'a préparée à briller sous les projecteurs. Officiellement, il se présente au public comme frère et sœur. Mais pour ceux qui connaissent vraiment Michael, ce lien dépasse déjà largement les mots et cache une profondeur émotionnelle qui continuera de nourrir les rumeurs pendant des décennies. Vivre ensemble, The Wiz. En 1978, Michael décroche son tout premier grand rôle au cinéma dans The Wiz, une adaptation musicale et afro-américaine du classique Le Magicien d'Oz. Il y incarne l'épouvantail, un personnage à la fois maladroit et attachant, aux côtés de Diana, qui interprète Dorothée.
Le tournage se déroule à New York, dans un décor urbain vibrant, avec des journées longues, des répétitions intensives et parfois des nuits écourtées par les préparations de scène. Michael décide alors de louer un appartement pour toute la durée du projet. Et, à la surprise de l'équipe, Diana choisit d'y emménager avec lui. Plus de projecteurs, plus d'assistants, plus de protocoles. Derrière ces murs, ils ne sont plus deux stars, mais deux âmes complices partageant des repas simples, des fous rires, des confidences et de longues conversations jusque tard dans la nuit. Ce qui se passe réellement dans cet espace restera un mystère soigneusement gardé. Mais sur le plateau, personne ne peut ignorer leur alchimie. Diana l'appelle tendrement bébé, lui prend parfois la main entre deux prises et veille à ce qu'il mange correctement. Michael, habituellement réservé, s'ouvre, plaisante et affiche un sourire que peu avaient vu auparavant. C'est aussi durant cette période qu'il lui fait écouter, presque timidement, les maquettes de ce qui deviendra Off the Wall. Elle l'écoute avec attention, donne son avis avec franchise, l'encourage à assumer son style unique et lui souffle des conseils qui marqueront sa carrière. Pour Michael, elle n'est pas simplement une collègue de tournage, elle est son refuge, son repère, son inspiration quotidienne, et peut-être déjà, dans son cœur, bien plus que cela. L'aveu public. 4 ans plus tard, en 1982, Michael vient de terminer l'enregistrement de Thriller, un album qui s'apprête à bouleverser l'histoire de la musique et à propulser son nom au rang de légende vivante. En pleine promotion, il accorde une interview au prestigieux magazine Ebony. À un moment, le journaliste lui pose une question personnelle. Quelle est pour vous la femme idéale? Michael ne réfléchit pas une seconde. Son regard se perd un instant, un léger sourire se dessine, puis il répond d'une voix douce mais ferme. Diana Ross. Je l'aime. Il ne s'arrête pas là. Il précise que, s'il devait se marier un jour, ce serait avec elle. À l'époque, il a 24 ans. Elle, 38, déjà divorcée 2 fois, mère de plusieurs enfants, et toujours au sommet de sa carrière. Cette différence d'âge et de parcours ne semble pas l'effrayer. Bien au contraire, elle nourrit son admiration. Diana, fidèle à sa discrétion légendaire, ne commente pas publiquement ses déclarations, mais leur entourage sait qu'elles ne sont pas lancées à la légère. Michael, lui, ne cache pas la profondeur de ses sentiments, même face aux caméras, et continue de lui témoigner une tendresse visible lors de leurs apparitions communes. 3 ans plus tard, en 1985, Diana surprend tout le monde en épousant l'homme d'affaires norvégien Arne Næss Jr. Michael, invité, choisit de ne pas assister à la cérémonie. Lorsque les journalistes lui demandent pourquoi, il répond simplement, avec une honnêteté désarmante. « J'étais jaloux. Je l'aimerai toujours. » Derrière ces mots, il y a la douleur d'un amour impossible, mais aussi la promesse silencieuse que, malgré le temps et les choix de vie, ces sentiments ne s'effaceront jamais. L'amour en musique. Après ses aveux publics et les blessures silencieuses qui ont suivi, Michael ne parlera plus jamais d'amour de manière directe devant les caméras. Mais ses chansons, elles, continueront de porter la trace de ses sentiments. En 1987, alors qu'il est au sommet de sa gloire avec l'album Bad, il dévoile Dirty Diana. Pour beaucoup, il s'agit d'une critique acerbe des groupies. Mais ceux qui connaissent l'histoire y voient un titre lourd de sous-entendus. Michael a écrit, dit-on, le jour même du mariage de Diana Ross. Les paroles parlent de tentation, de trahison et de distance, mais le simple fait d'avoir choisi ce prénom résonne comme un message intime. Un cri discret, presque codé, adressé à celle qui a marqué sa vie sentimentale. Puis, en 1991, avec Remember the Time, le ton change radicalement. Cette fois, c'est une ballade sensuelle, douce, empreinte de nostalgie. Dans le clip, l'histoire se déroule dans un univers pharaonique, mais derrière les dorures et la mise en scène, c'est une déclaration voilée. Selon Jermaine Jackson, c'est un hommage direct à Diana, un souvenir tendre d'un temps où tout semblait possible. 2 chansons, 2 humeurs opposées, l'une amère et piquante, l'autre chaleureuse et pleine de regrets, mais toutes 2 inspirées par la même femme, et par un amour qui, malgré le silence public, n'avait jamais cessé de brûler dans son cœur. Le testament. 20 ans après The Wiz, leur lien reste intact. Toujours à l'abri des rumeurs, toujours préservé des caméras, comme si Michael et Diana avaient scellé un pacte invisible. En 2002, alors que Michael traverse une période où il sait sa vie exposée à tous les dangers, pression médiatique, bataille judiciaire, tension familiale, il prend une décision capitale. Mettre à jour son testament. Et là, une clause surprend tout le monde, même les plus proches. Si sa mère Catherine ne peut pas s'occuper de ses enfants, la tutelle ira à Diana Ross. Pas à un frère, pas à une sœur, pas à un cousin,
et surtout pas à la mère biologique des enfants. Non, à elle. Un choix qui part bien plus fort que n'importe quelle déclaration publique. Car Diana n'avait jamais trahi sa confiance. Jamais. Elle ne l'avait pas utilisée pour booster sa carrière, ne s'était jamais emparée de moments intimes pour briller dans les tabloïds. Leur complicité avait survécu à la gloire, aux distances, aux blessures et au silence. Dans un univers où Michael se méfiait de presque tout le monde, elle restait l'exception. La présence rassurante, la voix de sagesse, la seule qu'il savait capable de protéger ce qu'il avait de plus précieux au monde, ses enfants. Et dans ce document froid, rédigé par des avocats et plein de termes impersonnels, se cache en réalité une preuve éclatante d'amour et de loyauté. Un aveu silencieux que Diana Ross, qu'il ait voulu ou non, avait été plus qu'une amie, plus qu'une muse. Elle était un pilier dans sa vie, jusqu'à la fin. Après la mort de Michael et la vérité finale. Lorsque Michael s'éteint en 2009, le monde entier est sous le choc. Les hommages affluent de toutes parts, mais Diana, elle, se mure dans un silence lourd de sens. Elle publie seulement une brève déclaration écrite, soigneusement pesée, comme pour protéger un secret trop précieux pour être livré au micro et aux caméras. Pas de plateau télé, pas de larmes en public. Juste quelques phrases, sobres, presque mystérieuses. Les années passent et les langues se délient. D'anciens employés de Neverland révèlent l'existence d'une pièce spéciale que peu avaient le droit de voir, la salle Diana. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de photos d'elle, certaines datées de leur début, d'autres plus récentes. On y trouvait des lettres manuscrites, des souvenirs de tournées, des cadeaux échangés au fil du temps. Cet espace, à la fois sanctuaire et musée personnel, témoignait silencieusement de la place unique qu'elle occupait dans son cœur. Puis arrive 2025. Diana a 81 ans. Ses apparitions publiques sont rares, mais cette fois, face à une question directe, elle se décide enfin à répondre. Sa voix est calme, posée, mais on y sent le poids des souvenirs. Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Moi, j'avais une immense tendresse pour lui, mais je ne l'aimais pas comme lui m'aimait. Ces mots figent l'instant. La vérité éclate, douce et douloureuse à la fois. Un amour réel, intense, mais jamais consommé. Un lien hors norme, tissé sur plusieurs décennies, que ni le temps, ni la distance, ni même la mort n'ont réussi à effacer. Pensez-vous que Michael Jackson a vraiment aimé Diana Ross, ou que leur relation cachait une vérité plus profonde encore? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir chaque semaine d'autres histoires vraies et fascinantes.